Radio Libertaire, la voix de la fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille la 169e. Avec ce matin, un piquet-coup à la régie. Bonjour. Et une grande... Ça, c'est original. Oh non. Et une grande nouvelle pour nos auditeurs, notre Jean est de retour. Vous le verriez, il est beau. Il descend de la montagne, toute bronzette. Salut à tous. Alors on est bien content, vous allez pouvoir nous retrouver tous les trois. Ça sera quand même peut-être un petit peu plus vivant que quand on étions que deux, malgré qu'on faisait tout notre possible pour vous faire oublier que Jean était pas là. Avec une émission consacrée bien entendu à l'artiste dans la société, l'artiste en dehors de celle-ci, l'artiste et l'engagement politique en toc, l'artiste et la religion, amen, l'artiste et la science, poète, et l'artiste et l'autorité, voilà. Vous savez, c'est une élégance rare, mais bon, on peut pas se refaire comme ça brutalement. Ça sera une émission consacrée en partie à la vie à Marlotte. Vous savez, ça sera à la fin de cette série sur tous ces barbouilleurs de la fin du 19e siècle qui gambadaient joyeusement dans la forêt de Fontainebleau. Et notre Jean vous parlera dans cette émission de deux musées qu'il a visités durant ses vacances, qui peuvent être aussi studieuses. Un musée à Montpellier, sur la route du retour, et un autre à Bagnères de Bigorre, avant Montpellier d'ailleurs, parce que Bagnères de Bigorresse, c'est dans les Pyrénées, au pied de sa montagne. Voilà. On peut donc démarrer une émission chaude. Et puis vous aurez compris que prononcer le mot autorité devant Robert, c'est lui donner l'occasion d'exprimer son élégance fondamentale.
Alors c'était On a les mêmes rêves par le groupe La Fouine. Je vous rappelle le numéro du studio si vous voulez nous joindre durant l'émission pendant les pauses musicales, le 01 43 71 89 40. Et là, tout de suite, on est à Jérusalem. C'est jeudi, le 16 août. Il est 22h30 sur la place Hahartulo. C'est au centre-ville de Jérusalem-Ouest. Et il y a une bande de zozos, de jeunes gens un petit peu violents sur cette place qui viennent. Ce sont des Israéliens, des jeunes Israéliens qui viennent sur cette place régulièrement faire les glands. Et manque de peau pour un petit groupe de jeunes Palestiniens qui sont égarés là. Qui tombent vraiment entre les pattes de cette bande de jeunes fous, et un se fait joyeusement massacrer. Il s'appelle Jamal Joulani, il a 17 ans. Il va avoir un arrêt cardiaque sur place, et même des jeunes, un couple de jeunes Israéliens qui s'occupent des jeunes en difficulté, vient pour essayer de le réanimer, et les jeunes juifs qui avaient massacré ce jeune Palestinien s'en indignent en disant quoi, vous laissez-le crever, c'est un arabe, etc., devant une foule de gens qui étaient là, plus des centaines de promeneurs. Personne n'a bougé pour essayer d'empêcher cet acte assez dégueulasse. Voilà. Le plus jeune de ces assaillants a 13 ans et qui a dit aux flics qu'ils l'ont arrêté. Ils ont quand même été arrêtés. Ils ont été aussi jugés. Il a dit comme pour s'excuser, enfin c'est de l'ironie ou de l'humour noir. Si j'attrape à nouveau ce mec, je le frapperai jusqu'à temps qu'il crève, quoi. Parce que bon, pour eux, un bon arabe, c'est un arabe mort. Vous connaissez la formule, elle est restée dans la mémoire de pas mal de gens. Voilà. Alors ça se passe pas seulement sur cette place. Tulo, là, au centre de Jérusalem-Ouest, mais ça se passe dans toute la région, principalement en Cisjordanie, mais on n'en parle jamais, évidemment. Vous savez qu'en Cisjordanie, c'est un pays qui est régulièrement soumis à la colonisation. Où là, on a démantelé une colonie, mais parce que après ce qui s'était passé justement ce soir-là à Jérusalem avec le massacre au vu et au su de tout le monde de ce jeune Palestinien, les autorités pour faire oublier ça, ont fait dégager un camp sauvage là, de colons. Mais bon, et le gouvernement israélien est indigné de ce qui se passe, mais c'est vraiment le gros truc, parce que quand on établit un mur comme on a fait en Israël pour séparer les Palestiniens des Israéliens, quand régulièrement on tape sur les villes palestiniennes d'où partent de temps en temps quelques petits obus pour agrémenter un petit peu le paysage. Non, je déconne, mais bon, voilà, tout incite à la violence là-bas. Alors, quand les autorités semblent indignées de ce qui se passe, on peut en ricaner jaune. Voilà, c'était pour vous dire que là-bas, comme ici, comme partout dans le monde, le racisme a toujours une bonne place. Et il y a un écrivain israélien, Sami Michael, qui a eu cette phrase qui pour la conclusion de ce petit baplard: Israël est l'État le plus raciste du monde développé. Voilà. Mon Jean, c'est à toi pour poursuivre. Ça fait mal, ça. Oui, hein? Ouais, ça fait mal, oui. Et tant mieux que ce soit un Israélien qui aime bien, châtie bien. Ah bah oui, sinon ça n'aurait pas la même force, ça c'est sûr. Bah écoute, on va rester dans la même région. Tu me diras après si pour toi c'est du bluff ou pas du bluff, enfin. Ouais. Tu me feras ton commentaire là-dessus, mais bien que 63% des Israéliens se déclarent fermement opposés à une frappe contre l'Iran, si elle n'est pas soutenue par les États-Unis, les deux va-t-en-guerre de la politique israélienne, Benjamin Netanyahou et son ex-ennemi juré, Ehud Barak, ne cessent de brandir la menace d'une intervention dans les prochaines semaines, sans même attendre un quelconque aval du Pentagone.
Ehud Barak, tu sais, il a été Premier ministre. Hein. Ils sont pas du même bord, en fait. Non, c'est un travailliste. Voilà, c'est ça. Il a été Premier ministre travailliste et il est aujourd'hui le ministre de la Défense de Benjamin Netanyahou, hein, qui est l'actuel Premier ministre israélien, qui lui est issu des rangs du Likoud. Hein. Connaissant la malhonnêteté financière de l'un et intellectuelle de l'autre, hein, on se doute bien qu'il y a quelques savants calculs derrière leur rodomontade, hein, et que nombre d'intérêts s'agitent bien sûr en coulisses. D'ailleurs, selon les meilleurs spécialistes de la question, hein, le programme nucléaire iranien ne constitue pas une vraie menace pour l'existence d'Israël, en tout cas pour l'instant, hein, et pour un bon moment d'après eux. L'Iran disposerait en effet pour l'essentiel d'uranium enrichi à 3,5%, hein, et d'une centaine de kilos seulement de ce même métal enrichi à 20%, ce qui est encore largement insuffisant pour produire ne serait-ce qu'un pétard de carnaval, tu vois. Hein. Rien n'indique aussi pour l'instant que les ingénieurs iraniens aient les compétences requises pour mener le programme à bout. Hein. Il semble aussi que pour les nouveaux Abbott et Costello, hein, ce n'est pas le moment où les Iraniens disposeront de la bombe qui importe, mais celui où leurs installations ne seront plus vulnérables aux frappes israéliennes. Voilà. Ils considèrent en effet que d'ici quelques mois à peine, une partie du programme iranien sera hors de portée. Pour les Américains qui ne souhaitent pas plus, hein, évidemment que les Israéliens voient l'Iran devenir une puissance nucléaire, la frappe ne doit tout de même pas être la première option, mais bien la dernière. Et Washington estime justement que sa politique de sanctions économiques, hein, commence à porter ses fruits. Je sais pas très bien où il voit ça, mais enfin bon, c'est des subtilités qui m'échappent. De plus, Obama est en pleine campagne électorale pour sa réélection, hein. Aucun risque évidemment qu'il se décide pour une attaque maintenant. Les menaces d'Abbott et Costello pourraient donc être interprétées en partie comme un chantage, hein, sur le président américain pour le forcer à lancer un ultimatum à Téhéran. Et l'on sait d'ailleurs que le lobby pro-israélien aux États-Unis est un gros pourvoyeur de fonds, hein, pour le Parti démocrate. Enfin, bluff ou pas bluff, nos deux lascars inquiètent jusqu'à leurs compagnons de route. Ça rejoint un petit peu ce que tu citais là de cet écrivain israélien. On est à peu près sur le même tonneau. Nous assistons à une hystérie programmée, c'est ainsi acclamé un ancien chef du renseignement militaire israélien, hein, qui dénonce d'ailleurs dans la foulée l'indécence des comparaisons avec l'Holocauste. Là, je cite ses propres termes. Et il est vrai que l'opération plongerait la région tout entière dans le chaos, hein, et sans doute bien au-delà. Hein. Un point positif tout de même, hein, bluff ou pas bluff, les menaces ont enfin fait réagir la société israélienne. Bon. On n'avait en effet jamais vu un tel débat public avant le possible déclenchement d'une guerre. Voilà, mon Robert, je laisse la parole à Piquet-Coup, à moins que tu aies quelque chose à me dire sur ce bluff ou pas bluff. Non, moi je pense que il y a des gens assez fous en Israël pour froidement programmer des attaques préventives contre l'Iran. Je pense que ils en sont à un point quand on voit la manière dont ils conduisent leur politique intérieure, surtout vis-à-vis des Palestiniens, avec cette colonisation à outrance, avec avoué que le but final de tout ça, c'est qu'il n'y ait plus un Palestinien en Israël et que tout le territoire soit revenu à l'État juif, quoi. Donc, moi, je suis pas du tout... ces deux-là, ils en sont capables. Hein. Tout à fait. Ça, personne n'en doute. Hein. Et on sait bien que le peuple... Et on sait bien que même en Israël, même si c'est une vraie démocratie, pour le coup, on peut pas non plus, même si c'est une démocratie raciste, etc., on peut pas nier que ce soit une démocratie, puisqu'il y a quand même des gens qui s'expriment contre le gouvernement sans pour ça aller en camp de redressement comme en Russie avec les petites nanas là. Mais oui, non, je pense que non, ils en sont capables. Hein, ouais, tout à sûr. fait. Maintenant, est-ce que les menaces sont réelles ou, enfin, tu vois, ou stratégiques, ça c'est facile à dire, parce que quand on connaît les deux loustiques, ils sont à peu près capables de tout. Oui, et si aux États-Unis, là, ils ont tant qu'il y aura la campagne électorale, tant qu'il n'y a pas eu une nouvelle élection, ça va être en stand-by. Il n'y a aucune décision qui sera prise aux États-Unis pour et contre. Mais si c'est par exemple un mec comme Mitt Romney qui vient au pouvoir, alors là, on peut se faire du souci, parce que vraisemblablement que les républicains, surtout les mormons, ils seront tout à fait d'accord avec Israël pour
pour servir de parapluie, quoi, s'il y a une opération. Mitt Romney, dont je rappelle qu'il au passage qu'il a des avoirs dans le principal fonds spéculatif qui a mis la Grèce à genoux et qui continue de mettre à genoux un certain nombre de pays, non seulement en Europe, mais dans le monde entier. Bon, c'est pas facile. Donc, moi, je vais passer sur un registre complètement différent. Je vais passer de l'international au national pour arriver au local pour évoquer brièvement la mise en place la semaine dernière à Montreuil d'un groupe de réflexion sur la transition où environ 80 personnes se sont réunies. Alors, qu'est-ce qu'une ville ou un territoire en transition ? Donc, la transition, c'est un mouvement qui est parti d'Angleterre, de villes comme Totnes, Brixton, Exeter, et qui est inspiré par le livre de Rob Hopkins, Ville en transition. Donc il s'agit en fait d'inciter les citoyens d'un territoire à prendre conscience du pic pétrolier et du changement climatique et des conséquences profondes inévitables qui vont arriver, et de mettre en place en fait des alternatives pour amortir ces secousses économiques, sociales et environnementales. Depuis 2006, un mouvement qui s'appelle La Transition s'est mis en place à travers le monde pour arriver aujourd'hui à plus de 1800 initiatives à travers 34 pays. Donc, quels sont les types d'alternatives envisagées ? Donc, la création de monnaie locale, l'économie sociale et solidaire, des coopératives, la permaculture, des jardins partagés, des ceintures maraîchères, des cantines bio, de l'habitat groupé, une sobriété énergétique, la décroissance, la défense des éducations et des santé dites alternatives, la promotion de la coopération, un travail autour de la gratuité. Voilà, c'est le faire ensemble pour déboucher sur pas mal de choses. Donc sur une ville comme Montreuil, il y a déjà pas mal d'initiatives locales. Donc après, il faudra probablement fédérer tout ça. Donc après, pour avoir des infos supplémentaires, il y a un site qui s'appelle Transition Montreuil ou Transition France, où on peut prendre des renseignements et avoir part aux réunions. Voilà. Il y a aussi un festival des utopies concrètes en Île-de-France du 27 septembre au 7 octobre avec pas mal de réunions d'information là-dessus. Et ça se tiendra où ? Ça se tiendra à Paris. Il y a plusieurs lieux pour plusieurs lieux à Paris. C'est une semaine avec différents lieux sur le site. C'est précisé. C'est sur Paris et banlieue en fait. D'accord. Bon, c'est une bouffée d'oxygène dans ce monde. Yes. Plus de ce rouleau compresseur dans notre économie, de cette machine de guerre qui écrase toujours et à tout prix, d'un silence beaucoup trop long, complice d'exaction. Je crois que le temps est envie que l'on passe à l'action. Moderniser, avancer, profiter, payer même de pauvres étrangers, devenir le fleuron de toute la nation, sans se poser la question qui paiera l'addition.
c'était l'alternative par le groupe Tagada Jones. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, sans Dieu, sans maître, sans pub, à Raquel son 69e, avec pique et coup à l'origine, notre Jean qui est revenu, qui est à ma gauche, notre hussard noir de la République, qui vous causera dans le poste tout à l'heure de 2 expos magnifiques qu'il a vus dans le Sud. Moi, je suis un peu en dilettante aujourd'hui. Hein. Oui, il est un peu en dilettante aujourd'hui. Voilà, je prends mon temps. Enfin bon, vous connaissez pas les dessous de scène, mais bon. C'est pas vraiment dilettante, hein. Il vous raconte, il vous en fume, là. Bon. La tête de Jean, il dit, mais pour vous causer maintenant, entre nous, hein, on est en dilettante, dans Henri Murger, ce qui est vous savez, la vie de bohème et tout ça, mais il a pas fait que ça, il a écrit un autre bouquin, dont on va évoquer quelques extraits tout à l'heure, qui était donc Henri Murger. Il était le fils d'un concierge. Il a grandi à l'école de la rue et fréquenté des personnages pittoresque dont il va s'inspirer pour Scène de la vie de Bohème, qui a eu un succès qui lui apportera la gloire et la fortune. Il y a beaucoup il y a beaucoup d'écrivains d'aujourd'hui qui, bon, ça devrait leur titiller le trou de balle. Hein. Et toi, ça te donne pas des envies, par exemple, pour raconter la vie des rapins de Seine-et-Marne Ah si, bien sûr, mais ça me donne même envie d'aller m'installer. Gloire et fortune, ça, non. Oui. Installé à Marlotte. Vous savez, Marlotte, c'est près de la forêt de Fontainebleau. On s'en a gavé pendant toute cette période de vacances, quand notre Jean n'était pas là, qui nous a lâchement laissé tomber au mois de juillet. Mais bon. Mais enfin, il s'est rattrapé. On peut pas vous dire tout, mais bon. Enfin. Installé à Marlotte, le sacré Murger de la vie de Bohème, il y entraînera ses amis et fera la fortune de ce petit trou du cul du monde, Briard ou Brousseron, je sais plus si c'est la Brie ou la Beauce. Gâtinais même. Là-bas, la Gâtinais, c'est la Beauce, alors. Dans Scène de campagne, un désigneux prend ses quartiers à l'auberge, parce qu'on appelait les artistes, on appelait des désigneux, hein, pour vous dire, c'était les barbouilleurs, c'était des désigneux. Prend ses quartiers à l'auberge Prota, et s'en va peindre sur le motif, sur le site de la Mare aux Fées, un site mythique de la forêt de Fontainebleau, où tous les rapins, mais il y a des moments, ils devaient être je sais plus combien en train de peindre la Mare aux Fées. Plus de rapins que de grenouilles. Plus de rapins que de grenouilles. Et il y a même des dessins, on vous en avait parlé, une espèce de BD de l'époque, où on voit un peintre qui est au milieu de la mare, et il y a un rapin qui, avec son oncle, qui fait visiter le coin, mais l'oncle, il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là au milieu de la mare? Il dit, c'est un artiste américain, il pense que jamais personne n'est allé là pour faire la Mare aux Fées, parce que il cherchait le coin que personne n'avait peint. Voilà, c'est dont on va vous parler un petit peu ce matin, l'auberge Prota de Murger. Voilà un extrait donc. Au bout de 3/4 d'heure de marche, ils gravissaient, l'un suivant l'autre, et tous les deux un peu essoufflés, le raidillon par lequel on arrive de Marlotte à la Mare aux Fées. Le plateau, qui doit sans doute son nom à quelques superstitions légendaires dont la tradition n'a pas été conservée, domine d'un côté toute l'étendue du pays. Souvent reproduit par la peinture, c'est assurément l'un des lieux les plus remarquables que renferme la forêt. Aussi, l'on comprend que tous les artistes, non seulement y viennent, mais encore y reviennent, car à la 20e visite, on peut encore découvrir une beauté nouvelle, un aspect nouveau, dans les 1000 tableaux d'un caractère différent, qui de même se dessinent à l'œil et peuvent à loisir se rattacher au tableau principal, ou s'en isoler, comme dans ces merveilleux chefs-d'œuvre épiques, où l'abondance des épisodes apporte de la variété sans répandre de la confusion dans la grandeur et dans la simplicité de l'ensemble. C'est au point central du plateau que se trouve la mare, ou plutôt les deux mares, formées sans doute par l'accumulation des eaux pluviales qu'ont retenu les bassins naturels creusés dans les rochers. Ce roc immense règne en partie dans toute l'étendue du plateau. Disparaissant à des profondeurs irrégulières, il reparaît à chaque pas, éventrant le sol par une brusque saillie. Au fantastique rayon de la lune, on se croirait encore sur quelques champs de bataille olympique, où des cadavres de titans mal enterrés pousseraient hors de terre leurs coudes ou leurs genoux monstrueux.
ce qui permet de supposer que cet endroit est situé au-dessus de quelques cryptes, formées par une révolution naturelle. C'est que le sabot d'un cheval ou seulement la course d'un piéton éveille des sonorités qui paraissent se prolonger souterrainement. Alentour des deux mares, et profitant des accidents de terre végétale, ont cru les herbes aquatiques et marécageuses, où les grenouilles chassent les insectes, où les couleuvres chassent les grenouilles. Au bord de la Grande Mare, 2 énormes buissons, surnommés les buissons ovipères, enchevêtrent et hérissent leurs broussailles hargneuses, mêlant aux dards envenimés des orties velues, l'épine de l'églantier sauvage et les hardillons de la ronce grimpante, qui va tendre sournoisement parmi les pierres les lacets de ces lianes dangereuses aux pieds nus. Qu'une vache se détache du troupeau et vienne boire à cette eau croupie, qu'une paysanne s'agenouille au bord pour laver son linge ou plutôt pour le salir, qu'un bûcheron vienne aiguiser sa cognée sur le roc, et ce seront autant de tableaux tout faits que le peintre n'aura qu'à copier. Aussi la mare aux fées est-elle de préférence le lieu choisi par les artistes qui vont à Fontainebleau dans la belle saison. Ceux qui habitent les confins éloignés de la forêt y viennent souvent, ceux qui résident dans les environs y viennent toujours. « Ne restons pas là, dit Lazare à Zéphyr. Dans 1 heure, tous les rapins des environs vont venir planter leurs parasols autour de la mare, et le plateau aura l'air d'un carré de champignons. »« Quels sont ces messieurs » demanda-t-il à Zéphyr, qui s'était tourné d'un autre côté au passage du groupe. « C'est les désigneux de Marlotte, qui vont prendre leur leçon avec leur maître. » Au même instant, celui que Zéphyr désignait ainsi se retournait vers la petite troupe, et Lazare put l'entendre dire à ses élèves auxquels il montrait l'effet produit sur le paysage. « Messieurs, il est 6 heures. C'est l'heure où le jaune de Naples règne dans la nature. » Ça, je trouve ça génial. Ah, j'adore. Ouais, c'est bien, Henri Murger ou Murger, je sais pas comment on dit. Moi, j'ai dit Murger. C'était Murger, je sais pas. Non, non, c'est bien, hein. Non, c'est... Ça donne envie de lire Scènes de la vie de Bohème aussi. Ah, oui. Et puis entièrement ce livre-là, Scènes de campagne. Un de mes Scènes de la vie de Bohème, c'est vraiment le mythe complet, quoi. Ça a fait rêver des générations de rapins, quoi. Puis c'est de là que vient le... Alors, ça a été contesté, il y en a qui ont dit, ouais, c'est pas vrai et tout, mais moi, j'y crois vachement. Que c'est l'époque où vraiment, mais c'était très misérable, parce que les rapins, ils vivaient dans des conditions épouvantables. Et sitôt qu'ils avaient un peu de thunes, c'était à la bouffe, ils dépensaient tout dans le bistrot, parce qu'ils avaient faim, etc. Et ils se prêtaient des sous, ils étaient toujours à la cloche de bois avec les huissiers au cul et tout. Non, je trouve que c'était génial. Non, mais en plus, moi, en parcourant le net pour travailler un peu là-dessus, je suis tombée sur un site de quelqu'un qui s'appelle Amédée Besnus, qui a écrit un livre qui s'appelle Mes relations d'artiste, où il raconte toute cette vie de Murger à Marlotte, et justement comment il a trouvé ses personnages pour inspirer la vie de Bohème, comment il vivait dans les auberges, et tout ce qu'on raconte, c'est quand même ça. Enfin, visiblement, on est vraiment dans la réalité, là. Hein, et quand tu disais, Robert, ça a été contesté. Oui, il y a eu, si tu veux... il a inspiré quoi qui a été Non, mais les scènes de la vie de Bohème, il y a des critiques, par la suite, parce que c'était devenu tellement... ah oui, d'accord, qui ont contesté que ce soit réaliste. Voilà, c'est ça. D'accord. C'était des affabulations, etc. Mais c'est bien ça qui a inspiré la Bohème de Puccini. Oui, complètement. Mais par contre, j'ai l'impression que cette vie de Bohème, elle n'a pas duré si longtemps. Après, les artistes dont on va parler un petit peu après, ils étaient déjà plus dans cette vie de Bohème. En fait, ils avaient plus d'argent, ils se sont installés, ils ont loué des maisons. Donc j'ai l'impression que la vie qu'a décrit Murger, en fait, a duré quelques années, quoi. Non, mais la vie qu'il a décrit, c'était à Paris. C'était pas à Marlotte, ni à Barbizon, etc. Dans les scènes de la vie de Bohème, c'est simplement à Paris. Oui, un peu comme Dorgelès s'est occupé de Montmartre. Voilà, c'est ça, absolument. Tout à fait. Et il a inspiré aussi l'opérette de Francis Lopez, non? Tu sais pas? Je ne sais pas. Avec Bourvil et Georges Guettari. Ah oui. Je ne suis pas assez cultivé. La vie, le bohème, la vie. Mais si tu la connais. Oui, bien sûr, je la connais. La vie sans façon. Non, mais je dis. La vie de garçon, la vie de patapatachon. Bon, c'était Jean dans ses œuvres. C'est ça que j'aurais dû mettre en programmation musicale. Je suis fan de l'opéra du Châtelet. Ah, je suis fan de Bourvil, ça. Ah ouais? Sérieusement? Alors, je sais pas si on dit on peut trouver le livre. Apparemment, il est pas. Alors moi, je l'avais trouvé. Je l'ai emprunté en bibliothèque dans une édition originale chez Lévy Frères. Et là, j'ai vu qu'on pouvait le trouver encore d'occasion dans cette édition-là. Sinon, il y a un éditeur qui s'appelle Nabu Press. En fait, apparemment qu'il l'a édité dans une version plus moderne. D'accord.
Les recherches que vous pouvez conduire auprès de la librairie Publico, 145 rue Amelot, métro Robert. Oberkampf, fille du calvaire, République. Ah, bah, je suis content d'y retrouver. C'est fini le dilettantisme. Ouais. Numéro de téléphone de Publico 01 48 05 34 08 et site internet après les W librairie-publico.com. Alors c'était la Jolie Vigne par le Camping Orchestra. En fait, c'est un clin d'œil aux vignes de Marlotte qui étaient très réputées avant qu'elles soient détruites par le phylloxéra, et aussi parce qu'on imagine que ces rapins le soir dans les auberges devaient chanter ce type de chanson. Enfin, on a choisi une chanson qui était assez audible parce qu'il y en avait probablement d'autres qui étaient qui sont chantés dans l'état requis et forcément. Ouais. Voilà, beaucoup plus paillarde. Beaucoup plus paillarde. Oui. Ah d'accord. Ouais. Mais bon, voilà, sûrement que les rapins ne devaient pas faire dans la dentelle de ce point de vue-là. Pour toujours sur Radio Libertaire que vous écoutez avec beaucoup d'attention, n'est-ce pas le Claude, n'est-ce pas André? Alors des Claudes, on en connaît deux. Enfin, il y en a un qu'on appelle le Claude et l'autre qu'on appelle Claude. Il y en a un qui est un mec et l'autre qui est une femme. Bon, voilà, on leur dit, on les salue tous les deux. Et André aussi, vous savez, André, qui a un pote qui s'appelle Doudou, qui tient un petit rad du côté de la Nation. On mange des couscous, mais on va voir, on vous en reparlera. Bon, émission 169 avec Piquet-Cou à la régie et la programmation musicale. Notre Jean qui est de retour, qui est en pleine forme, et comme il l'a dit, faut pas trop le bousculer ce matin, mais vous allez voir qu'à la fin il va se rattraper. Il a quand même pas perdu tout à fait ses moyens. Bon, pour vous parler tout de suite des peintres de Marlotte,
Je m'y colle tout de suite et je serai suivi par Piquet-Cou, je crois, qui opine dans la régie. Au 19e siècle, c'est la grande période esthétique de Bouron-Marlotte, moi je dirais Bouron-la-Marlotte, qui commence vers 1830 avec Caruel d'Aligné et Jean-Baptiste Gros, qui est son pote, et qui s'installe à Marlotte, où un grand nombre d'artistes de Barbizon leur rendront visite. Arpigny, Daubigny, Diaz de la Peña, Olivier de Penne, Célestin d'Anteuil, patati, patata. Ils sont pas mal, on va pas tous les citer parce que bon, c'est dommage d'ailleurs, parce que ceux qu'on cite pas, c'est ceux qu'on devrait citer, c'est ceux qu'on ne cite jamais, évidemment. Nous, on est toujours les consensuels. Les louseux, les mangetaires, les exclus. Voilà. Cher au cœur de Robert. Tout à fait. En 1850, enfin ça c'est les dates parce que comme je vous le rappelais dans ces 2 mois, on donnait tout le temps les dates en mémoire de notre camarade aux Pyrénéens qui tient beaucoup aux dates. Bon. Et on est fidèle à cette institution maintenant, à cet établissement, cette émission des dates. En 1850, donc, Henri Murger, on se posait la question avec notre gens, c'était Murger ou Murger. Alors, Murger. Non, mais c'est Murger. Ouais, Murger, ça fait un petit peu, bon. Vient de publier Scènes de la vie de Bohème, un livre mythique dont on a un peu évoqué tout à l'heure l'existence. Il découvre à son tour Marlotte, s'installe à l'auberge Sacco, pas Sacco et Vanzetti, Sacco, pour 40 sous par jour. Et il entraîne tous ses amis parisiens comme les écrivains Théophile Gautier, pas n'importe qui, Alfred et Paul de Musset, Théodore de Bainville, voyons. Et à partir de 1860, les rejoignent Sisley, Renoir, Monet, Cézanne, Pissarro, Basile, Duché du Bollinge, et tous se retrouvent... Excusez du pneu. Excusez du pneu, comme dit notre Jean. Tous se retrouvent dans les 2 auberges du village, l'auberge Sacco et l'auberge de la mère Antony, où règne un esprit de bohème qu'on vous en dira pas plus parce que si des oreilles chastes nous écoutent, c'est pas la peine de les heurter. Dans leur sillage, d'autres peintres, aujourd'hui moins connus, mais qui de leur temps avaient une certaine célébrité, comme Auguste Allongé. J'adore. Oui, Allongé a une certaine célébrité, on ne sait pas vraiment pourquoi, mais enfin bon. Ou Eugène Cicéry. Non, mais c'est des noms quand même quelque chose. Charles Delors, nom qui n'a rien à voir avec Aubry. Jules Rigolo. Armand Charnay, Armand Point vont acheter ou faire construire des maisons pour y résider après 1870. Alors on nous dit pas si c'est parce que ils fuyaient la commune ou ils fuyaient la répression des communards, mais bon. Ça, j'ai pas trouvé. On peut, pourquoi pas s'imaginer ça. La vie littéraire reste tout aussi intense. François Copé, non, rien à voir avec celui que vous connaissez, le rigolo, là, de l'UMP. Enfin, on espère, en tout cas, autrement, on l'aurait biffé de notre petit baratin. François Copé s'est installé à Marlotte. Émile Zola, alors là, c'est une news, écrivit l'Assommoir à l'auberge Antony. Et les frères Goncourt et les frères Marguerite fréquentèrent aussi le village, ainsi que Paul Fort et Fernand Gregg. Le peintre et lithographe Eugène Cicéry, un clin d'œil à notre Jean, 1813-1890, fut l'un des premiers artistes à résider à Marlotte, de façon durable et même définitive jusqu'à sa mort en 1890. Très connu et très apprécié, il vendait fort bien ses œuvres et ne s'en cachait point. Bon, à cette époque-là, on était content quand on vendait. On disait pas que c'était de la merde parce qu'on vendait. Ses nombreux amis le savaient bien et savaient aussi qu'on trouvait toujours chez lui le couvert mis et une aide discrète dans les moments difficiles. On connaît ça aujourd'hui aussi, nous, ici, à Radio Libertaire. Tout ce qui tenait une plume, un pinceau, composé ou gratté d'un instrument, était reçu à la table ouverte par l'excellent Cicéry, écrit Le Gaulois. Le Gaulois, c'était une publication, en 1890. C'est un bouquin, La Gorge aux Lois. Non, c'est une représentation. C'est le seul tableau que j'avais trouvé de Cicéry, en fait. Une représentation de la Gorge aux Loups. D'accord. Voilà. C'est de la bonne peinture, attention. Mais bon, il n'a rien inventé, c'est toujours le problème. Et l'histoire, elle est féroce. Ouais. Avec les artistes qui... Mais elle est féroce, moi je trouve que c'est un peu injuste parce que ce que je revendique toujours pour justement tous ces artistes qui sont méconnus et qui ont vécu, d'où sont sortis des artistes plus connus. Sans tous ces artistes méconnus, probablement qu'il ne sera jamais sorti des artistes plus connus que je. Enfin, c'est un petit peu limite ton baratin, mais bon. Pour ceux qui sont bien réveillés,
voilà, qui sont sous l'emprise de drogues hallucinogènes, ils comprendront tout à fait ce que je leur raconte. Donc c'est l'essentiel des auditeurs. Oui. Ça ne va pas poser trop de problèmes. Alors, moi je vais vous parler d'Armand Charnet, donc 1844-1915. Fils d'un notaire, mais peu attiré par le notariat, il aime croquer ses clients et particulièrement les jeunes femmes. Ça, on peut le comprendre. C'est mon genre. Il arrive à Paris pour prendre des leçons de peinture. En route pour la capitale, Charnet découvre la forêt de Fontainebleau, véritable coup de foudre. Et il s'arrête là, il repart plus. Après. Il s'arrête là. Bon, très bien. Bravo Charnet. C'est la preuve quand même. Hein. Voilà, Ouais. il ne se lasse pas de dessiner les arbres, les sous-bois, les bords de rivières, les animaux en liberté, les demeures bourgeoises ou paysannes. Ah oui, il n'était pas sectaire. Non. Invité à Marlotte par son ami Charles Delors, le jeune artiste fut séduit par le charme du village et il loua un atelier. Enfin, quand on dit il loue un atelier, il n'y avait pas les ateliers comme vous en voyez à Paris. Hein. C'était peut-être une grange ou une ancienne étable ou un truc comme ça. Grand marcheur, coureur des bois, le jeune peintre n'hésitait pas à s'aventurer jusqu'à Chailly ou à Barbizon, carnet de croquis et crayon dans sa musette, village où il retrouvait d'autres peintres. Il ne participait pas aux habituelles beuveries chantantes et aux passe-fesses débraillées des rapins, pour la plupart désargentés. Son plus grand plaisir était de camper son chevalet dans la forêt, peindre un paysage pittoresque sur lequel il plaque ses silhouettes de jeunes femmes élégantes. C'est lui qui un jour a planté quelques iris jaunes autour de la mare aux fées, trouvant que cela manquait de couleur. Or, ces fleurs se sont tellement multipliées, envahissant la mare, qu'il fallut par la suite entreprendre des travaux pour les arracher. Pour ces scènes de genre, il payait quelques fraîches paysannes qu'il habillait en demoiselles ou en femmes du monde. Il les croquait sur le vif en quelques études de rapide avant de les reprendre dans son atelier dans le même appareil. Il est resté à Marlotte en écologiste avant l'heure, refusant l'électricité dans sa rue et laissant son jardin reprendre le dessus, retourner à l'état sauvage. Voilà, et il va mourir aveugle suite à des problèmes de vue. Donc on peut maintenant évoquer aussi Charles-Édouard Edmond Delors, 1841-1895. Parti de l'Académie navale, Charles rejoint la capitale et le peintre Jean-Léon Gérôme qui lui fait connaître Barbizon et Marlotte, où il rencontre des peintres sans le sou peignant sur le motif pour la gloire. Imbus de leur tradition académique et de leur aisance bourgeoise, ils considéraient ces rapins comme de vulgaires balbouilleurs. Charles Delors et son vieux maître fréquentèrent les auberges Sacco et Antony et participèrent à leurs joyeuses beuveries. En 1862, Jérôme, souhaitant visiter l'Égypte, Delors saisit l'opportunité de l'accompagner dans ce voyage pour approfondir ses connaissances. Il acquiert une solide maîtrise du métier, réalise quelques belles études dans le genre dit orientaliste, alors très en vogue. Il passe les années suivantes à Marlotte, travaillant d'arrache-pied à parfaire sa technique académique, sans jamais succomber aux tendations modernistes qui fleurissaient autour de lui. On peut citer aussi deux frères, les frères Palizzi, Giuseppe et Filippo, qui passeront à Marlotte. Filippo peint de préférence d'humbles scènes champêtres, avec des paysans, des animaux réels, composant d'aimables paysages, et il est surnommé par ses amis le peintre des chèvres, pour sa prédilection en faire figurer dans ses paysages. Voilà, j'avais aussi trouvé comme peintre Jean-Henri Zuber, François-Émile Hermann, puis plein d'autres, mais bon, on ne peut pas tous les évoquer ici. Et en fait, si on veut prolonger un peu cette vie et un peu s'en imbiber, donc il faudra aller sur aller sur un site où ça s'appelle Bourron-Marlotte, délicieux petit maître oublié, ou alors donc sur le site dont je parlais tout à l'heure, la d'Amédée Besnus, mes relations d'artistes, où tout ça est évoqué dans les menus détails. Merci, Piquicou. T'as quelque chose à ajouter? Ah non, Jean Non, mon Jean. Bon. c'est très intéressant. Hein. Oui, mon Jean.
C'était Georges Chelon qui interprétait Paysage. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître, sans pub, Raquel la chanson de bien, puis Keiko à la régie. Notre Jean qui affûte ses petites feuillets pour vous parler tout de suite sur la route des vacances. Deux découvertes. Non, mais j'ai vu le catalogue, il y a un catalogue des musées de Bagnères de Bigorès, pas mal du tout. Montpellier, Bagnères de Bigorre, Montpellier avec le Caravage et Bagnères de Bigorre avec les Barbizonnais. Bon, Jean. C'est souvent l'été des petites surprises comme ça que j'affectionne. Bon, là, avec ma compagne, on est allé visiter Bagnères de Bigorre qu'on connaissait pas, qui est au pied de nos montagnes, mais par lequel une petite ville. Quand je dis petite ville, il y a quand même, je crois, plus d'une dizaine de milliers d'habitants, 11 ou 12 000 habitants, au pied de nos montagnes, et on n'y était jamais passé. Donc là, on était en train de déjeuner dans un petit resto. Oui, c'est culturel et gastronomique. Non, mais pas vraiment. Non, là, c'était tout sauf de la gastronomie. Merde. De la gastronomie. Mais on avait été attiré là, si tu veux tout savoir, par le fait qu'il faisait une chaleur à crever, mais il faisait aussi très chaud dans la montagne cette année. La Bagnère de Bigorre, c'est pas en altitude, mais ça doit faire 400-600 mètres maxi. Il y avait une fontaine d'eau, et tu sais, rien que le bruit de l'eau en mangeant, tu avais une sensation de fraîcheur qu'on n'aurait pas eu autrement, quoi. Mais la bouffe était vraiment, je dis pas dégueulasse, mais en fait, ce qu'elle est dans la plupart des restos français, c'est-à-dire, bon. Hélas, oui. On connaît. Et puis, à un moment, Francine, c'est ma compagne, va se laver les mains. Et elle revient, c'était en début de repas, tu vois, et elle me dit, près du lavabo, il y a une affiche Blanchaudin. De Blanchaudin, il y aura une exposition Blanchaudin à Bagnères de Bigorre. Alors, Blanchaudin, c'est pas de l'art contemporain, mais c'est, disons, quelqu'un qui a maîtrisé, une femme qui a maîtrisé à l'aquarelle la fleur, les bouquets de fleurs, comme personne avant et comme personne depuis. Tu vois, elle a une façon de... Tu connais un petit peu, non, Blanchaudin? Non, je découvre avec toi comme beaucoup, j'ose mon genre, mais j'ai vu des reproductions là sur ton bouquin. Effectivement, on sent qu'elle touche. Oui, tu vois, tout ce qui n'est pas bouquet de fleurs, je trouve que c'est assez commun. Alors, les bouquets de fleurs, c'est extraordinaire. Il y a surtout, je trouve, quand elle utilise des vases en verre, elle a une façon très à elle, quoi, très particulière et unique de reproduire cette espèce. Tu vois, la couleur de l'eau, enfin cette semi-transparence de l'eau quand les tiges y ont déjà passé 3 ou 4 jours, tu vois. Ce que je veux dire, c'est une espèce de verre un peu trouble qui a déjà vécu comme ça, et je trouve qu'il y a qu'elle qui sait faire ça, quoi. Donc, je vais à mon tour au lavabo, histoire de voir le truc, et j'apprends qu'il y a effectivement une expo Blanchaudin au musée Sali de Bagnères de Bigorre. Donc, notre repas terminé, on se met à la recherche de ce musée. Ça n'a pas été simple, parce que la plupart des gens qu'on a croisés dans la rue ne connaissaient pas, apparemment. C'est un libraire qui vendait justement un carnet d'adresses avec des reproductions d'aquarelles de Blanchaudin, qui nous a dit, mais oui, vous prenez cette rue, là, vous allez tout au bout, et juste à côté des thermes, là, vous avez le musée Sali. Voilà, on arrive là-bas. Effectivement, c'était assez simple de trouver finalement.
les horaires affichaient que c'était un jour de fermeture. Vraiment pas de bol, tu vois. On se la mangeait déjà, mais on voit que la porte est ouverte. Je me dis, après tout, on va tenter notre chance. Donc on rentre dans le musée, qui était dans une pénombre totale. Puis on commence à monter un escalier, comme ça. On arrive en haut, personne. Pas une lumière, rien. Tu sais, on était vraiment dans un noir presque complet. Et à ce moment-là, on voit arriver une dame qui vient vers nous et qui nous dit qu'en effet, le musée est d'habitude fermé, mais que puisqu'elle est là à travailler, on peut tout à fait visiter. On a deviné que, si tu veux, dans la semaine, elle voyait quand même pas grand monde. Je précise que Bagnères de Bigorre, c'est une ville thermale. Hein. Les gens viennent là pour y prendre les eaux. Oui. Hein, et on voit qui va prendre les eaux à Bagnères de Bigorre. Et alors, on a visité comme ça tout le musée, et pas seulement l'expo Blanchaudin, mais aussi une autre expo croisée d'un artiste espagnol qu'il a d'ailleurs rencontré, Blanchaudin, qui vivait donc à la même époque, qui est venu prendre les eaux à Bagnères de Bigorre à la même époque que Blanchaudin, enfin bon, et qui s'appelle Ou le piano de Tchéka. Mais aussi les collections permanentes de ce musée, voilà. Et alors c'était amusant parce que en fait la dame nous suivait de loin, si tu veux, à sa caisse et avec un écran de contrôle, je pense. Et alors chaque fois qu'on entrait dans une salle, elle allumait la lumière et elle l'éteignait dès qu'on sortait, tu vois. C'est pas évident, hein, la vie des musées de province. Non, mais moi, ça m'émeut toujours, surtout qu'il s'y cachait de véritables merveilles dans ce musée, et en particulier une collection de barbizonniers, de peintres de Barbizon que vous avez tous passé en revue pendant, ou à peu près pendant les mois d'été, quoi. Donc c'était assez amusant. Il a été constitué en fait sur la base d'une collection, de la collection d'un député des Hautes-Pyrénées qui s'appelait Achille Jubinal. Un nom de peintre un peu, hein. Ouais, tout à fait. Ouais. C'est un peu un nom de barbizonnier, tu vois, Achille Jubinal, donc qui était des députés des Hautes-Pyrénées de 1852 à 1870 et qui a donc donné à sa ville de Bagnères de Bigorre l'essentiel de sa collection. Ouais. C'était une collection personnelle. Ah oui. Ses héritiers en ont une petite partie et il a donné la plus grosse à sa ville de Bagnères. Hein. Et puis ensuite, il y a eu un Justin d'Aléas qui était drapier à Toulouse et qui a fait construire carrément, lui, le bâtiment actuel qui abrite donc le musée, à la condition que ce musée adopte le nom de la source voisine qui s'appelle les Salis, donc, au motif que ces sources l'auraient guéri, tu vois. Ça se passe comme ça, les trucs. C'est quasiment Lourdes. On n'est pas très loin, tu vois. Voilà, le musée, le bâtiment, il a été achevé en 1931, dans un style mis à la mode, on va dire, par l'exposition internationale des arts déco de 1925 à Paris, voilà. Et puis, Blanchaudin elle-même, en fait, elle venait prendre les eaux avec sa mère, qu'elle a accompagnée comme ça pendant des années, à Bagnères de Bigorre, tous les ans, à date fixe. Elle venait à Bagnères de Bigorre et elles s'y sont tellement attachées que Blanchaudin a fini par y acquérir une maison dans laquelle elle a monté un atelier et puis elle s'est définitivement installée à Bagnères de Bigorre, je ne sais plus en quelle année, mais enfin il y a passé toutes les dernières années de sa vie et il y a travaillé aussi les dernières années de sa vie. Et puis au moment de sa mort, par testament, elle a fait don à la ville de Bagnères et à ce musée Sali d'une 50aine, je crois, de magnifiques aquarelles de sa collection. En fait, toute sa collection. Elle n'avait pas d'enfants. On ne sait pas grand-chose de sa vie amoureuse. Hein. Elle avait une très grande amie qui vivait, elle, à l'année, pas très loin de Bagnères, à Maubourguet. Oh, mais c'est Rosa Bonheur. Pas loin, tu vois. Ouais. Et qu'elle appelait Pépita, et avec laquelle elle a... Mais cette Pépita, elle voulait mener une vie normale. Oui. Donc elle a eu une famille, des enfants elle-même, et tout ça. Bon, c'était un peu... Mais la correspondance... dépasse les centaines de lettres, tu vois. Donc là, il y a là quelque chose quand même d'assez fort. Elle l'appelle ma chérie, tout ça. Mais ça reste très, voilà. Non, mais c'est Rosa. Et les ateliers, et dans ces ateliers, Blanchaudin, elle accueillait uniquement ou presque uniquement des femmes, quoi. Mais c'était, voilà, on n'en sait pas plus. Hein, c'est tout. Voilà. En tout cas, ce que je le redis, elle a laissé une 50aine d'aquarelles magnifiques. Donc
Encore une fois, c'est pas de l'art contemporain, hein, mais c'est mais une bon maîtrise genre, très particulière de la fleur, quoi. Voilà. On est heureux que ce soit pas de l'art contemporain. Et certaines font de 2,50 m de haut, hein, une aquarelle de 2,50 m de haut, avec ce talent, c'est quand même... Là, il faut quand même toucher. Hein. Voilà, assez miraculeux. Bon. Et donc, sur les collections permanentes, hein, on a les Adolphe Hervier, Justin Ouvrier, Paul Pereire, Hippolyte Pradel, Pierre Thuillier, ils ont été... À Barbizon, il y en a eu. Hein. Et puis les grands maîtres, hein, donc tu as cité tout à l'heure, Daubigny, Diaz de la Peña. Il y a même un tableau extraordinaire, c'est un petit, hein, de Jules Dupré, qui a fait aussi l'objet d'une ou deux émissions, hein, tu te rappelles. Donc toutes les œuvres sont aux États-Unis, pratiquement. Voilà, exactement. Un maître... et c'est une toile assez étonnante parce qu'elle annonce... ce qui est assez rare dans les toiles de Dupré, elle annonce l'impressionnisme. Oui, parce que Dupré, c'était assez quand même des choses assez bien faites. Oui, bien, c'était de la, voilà. Mais c'est un virtuose, hein, mais c'était bon, des toiles, disons, assez réalistes de la vie, quoi, notamment normande. Oui. Là, c'est une toile qui est à la limite de l'impressionnisme. Hein. Je trouve que c'est une petite merveille. Hein. C'est une petite toile qui ne doit pas faire plus de 40-50, mais rien que pour ce petit bijou, je conseille d'aller voir ce musée Sali à Bagnères de Bigorre. Voilà, Georges Michel, Jonkin aussi, lui aussi, c'est un précurseur de l'impressionnisme, hein, il a beaucoup influencé Claude Monet, enfin voilà. Info pratique peut-être sur ce musée, pour finir, c'est Place des Thermes, donc à Bagnères de Bigorre, et c'est ouvert donc du mercredi au vendredi, j'y suis allé un mardi. Du mercredi au vendredi, c'est pas lourd. Hein. Ah non, il y a aussi du samedi au dimanche. Donc le mercredi au vendredi, c'est 10h, 12h, 14h, 18h. Et du samedi au dimanche, de 15h à 18h. Voilà. 4 € pour les adultes. C'est gratuit pour les enfants. C'est un musée de province merveilleux. Et non, je trouve que c'est super de pouvoir parler enfin des musées autres que ceux de Paris. La province recèle des trésors aussi, et on n'en parle pas assez souvent ici. Voilà, quand on aime la peinture du 19e siècle, il faut vraiment avoir vu ce musée. Il n'est pas immense, hein. La visite se fait en 2 heures, mais voilà. D'accord, merci mon Jean.
Alors, vous avez loupé les chœurs dans le studio. On peut les refaire. Hein. Ah oui, pas de problème. Cheminot, cheminot, cheminot. Voilà, donc c'était les chœurs de Mon jeu de terre. Donc la version que vous avez entendue, c'est Gérard Pierron. Et c'est le texte de c'est Gaston Gérard Coutet. Pierron, mon Jean. Voilà, sur le texte de Gaston Coutet. Merci Gaston, merci Pierron. Tout de suite, on va écouter notre camarade, notre hussard noir de la République, qui va vous parler de qui, je vous le demande, Caravage. Du Caravage. Ça, je sais que quand je parle du Caravage, je chatouille toujours Robert dans le bon sens. Oh oui, mon Jean, tu m'as fait redécouvrir depuis longtemps un artiste magnifique, bouleversant. Non pas pour sa peinture, hein, mais pour sa foi. Non. Oui, c'est vrai que d'abord, l'être humain Ah oui, ça, je veux dire, et puis sa peinture, après, évidemment. Corps et ombre, Caravage et le caravagisme européen. J'en dirai un petit peu plus tout à l'heure. C'est une expo qui en fait est divisée en deux. Il y en a une partie à Montpellier, la plus grande, et puis une autre partie qui concerne les Flamands et les Hollandais à Toulouse. Voilà. J'ai déjà eu l'occasion de le dire ici, hein, tu t'en rappelles, en particulier avec l'extase de Sainte-Thérèse. Oh oui. Quelle aventure. Ce monument de l'art orgastique, oui. pour ne pas dire orgasmique. Oui, orgasmique, érotico-orgasmique. Le baroque est en tout cas pour moi une nouvelle relation esthétique au divin, Robert. Oui, tout à fait, bien sûr. Mais tu es d'accord. Oh, absolument. Les dernières lueurs de la Renaissance ont généré des œuvres que les tenants de cette contre-réforme, c'est quand même ça aussi, le baroque, jugé à la limite du paganisme, voire carrément matérialiste. Je précise en passant que le paganisme, c'est la religion des païens, et que ce mot lui-même a les mêmes origines que paysan. Ah ouais. Tu savais pas? Non, je savais pas. Moi non plus. Maintenant on sait. Voilà, maintenant on sait tous les deux, et puis Kékou aussi, mais enfin. Et puis quelques auditeurs. Je ne doute pas qu'elle le savait déjà. Oh oui. Le comble du baroque, c'est d'avoir, je dirais, à la fois produit un Caravage, un artiste tel que Caravage, et un artiste tel que le Bernin, la fameuse extase de Sainte-Thérèse, avec près de 20 ans d'écart, tout de même entre les deux. Le Caravage, c'est antérieur, puis comme il est mort avant même d'avoir passé les 40 ans, ils n'ont pas exactement officié en même temps, mais enfin bon, rien ne permet en tout cas d'affirmer que le premier n'était pas aussi pieux que le second. C'est très important parce qu'on considère Caravage comme un iconoclaste, ce qui n'est pas, c'est plus compliqué que ça. Simplement là où les grands artistes baroques faisaient poser, tu vois, des représentants, pas tous, mais enfin majoritairement des représentants de l'aristocratie, pour mieux exprimer la prétendue noblesse, tu vois, du sentiment religieux. Caravaggio, lui, il utilisait des gens issus du peuple pour représenter Marie la Servante ou Joseph le Charpentier. C'est d'ailleurs peut-être ce qui m'a le plus frappé dans cette exposition, Robert, ce sont les ongles noirs. Mais moi, ça m'a frappé carrément. Je suis sûr que ça t'aurait parce que bouleversé aussi. Oui, parce que ça me fait penser à Millet avec ses mains de paysanne dans des peintures qui sont comme ça apparemment assez léchées finalement. Et il a des grosses mains rouges là de paysanne. Ah oui, ça c'est génial. Et là, tu as vraiment et en plus ces artistes-là, c'était des peintres très réalistes pour la plupart. En particulier le Caravage, c'est quand même de la peinture extrêmement léchée. Les ongles, les bords des ongles sont noirs, quoi. Tu vois, ils sont noirs définitivement, je dirais. Bon. Et ça, c'est vraiment la marque de main populaire, quoi. De travailleurs. On dirait dans le Cambouis, là. À l'époque, c'était pas le Cambouis, mais bon, tu vois, des gens qui travaillent la terre et qui sont obligés de se salir les mains. Au musée Fabre de Montpellier, donc où moi je suis allé voir cette exposition 2 fois, on suit parfaitement l'évolution du travail de Caravage, et puisque des œuvres de jeunesse sont présentées.
ce qui est suffisamment rare pour être signalé. Hein. Si le fameux sfumato, dont il deviendra un virtuose, on le sait, hein, n'apparaît pas tout de suite, tout le reste est déjà là, tu vois. Le clair-obscur, hein, bien sûr, mais sans le fondu qu'il trouvera par la suite, hein, tu vois, avec des noirs plus secs et plus tranchés, et les cadrages novateurs aussi, hein, en plan serré, tu vois, au plus près des corps, hein, dont on a presque l'impression de sentir l'odeur. En tout cas, moi, c'est ce que ça me fait. Hein. Mais toi, je n'en doute pas non plus. Oui, non, arrête. Ne parle pas comme ça, Jean. On comprend, tu vois, que la puissance dramatique qui se dégage de ces peintures est faite tant d'émules. Hein. Et justement, c'est là que ça devient réellement passionnant, c'est que nombre de suiveurs qu'il a essaimés, si tu veux, dans toute l'Europe, hein, sont aussi présentés à l'expo. Il doit y avoir qu'une vingtaine de toiles du Caravage à peine. Hein. Mais y en a-t-il plus de 40 ou 50 en tout? Je crois pas. Hein. Non, je crois que oui, c'est assez réduit le nombre de ces œuvres. Et encore certaines. Et en plus, c'était des gigantesques. Il y en a certaines qui sont un peu douteuses. Oui. Voilà, donc il y a nombre de suiveurs de toute l'Europe hein, qui sont aussi présents à l'expo, qui se sont tous plus ou moins hein, inspirés de son approche. Ça peut être des trois d'ailleurs, soit de son approche, soit de ses formules ou de ses thématiques. Hein. Avec plus ou moins évidemment de talent et de réussite. Hein. Je cite en vitesse Baglione, Saraceni, Gentileschi, père et fille, hein, puisque Gentileschi c'est le père de la fameuse Artemisia, hein, un des rares exemples, surtout à l'époque de femmes peintres. De femmes peintres, et avec quel talent, elle en avait plus que son père, au passage, je le précise. Il savait faire pourtant, mais elle, c'est vraiment impressionnant. Hein. C'est une virtuose de la peinture, littéralement. Cagnazzi, Manfredi ou encore Guerchin, hein, et tant d'autres. Mais quelques-uns des plus grands peintres de l'histoire sont là aussi, hein, qui doivent tous quelque chose au Caravage. Tu vois, Zurbarán, en particulier des Espagnols. Hein, Zurbarán, Murillo, mais aussi les Français, Vouet ou Georges de Latour, hein, qui proposeront tous, en particulier de Latour, hein, leur propre vision du clair-obscur, hein, beaucoup moins dramatique, tu en conviendras, mais tout aussi virtuose. Hein. Et surtout Ribera et son extraordinaire Sainte-Marie l'Égyptienne, hein, qui fait d'ailleurs partie au passage des collections permanentes, je crois, du musée Fabre, hein, où elle est représentée, tu vois, vieillie et décharnée, le nez rouge, le sein flasque, tu vois, c'est les joues creusées par la chute des dents, hein, c'est vraiment impressionnant. Appuyé à côté d'un crâne, tu vois, comme si la dégradation progressive de son corps, tu vois, était la preuve de l'élévation tout aussi progressive de son âme, hein, ou de ce qu'on appelait l'âme à l'époque, c'est-à-dire l'esprit. Hein. Toute la quintessence à la fois du baroque et du caravagisme sont là, hein, pour moi. Hein. Il y a aussi une œuvre de jeunesse de Velázquez, mais qui littéralement a tombé à la renverse. Fais gaffe, Robert, quand tu iras à Montpellier, vas-y avec un petit coussin, tu vois, qui prouve que si l'histoire a sans doute... bah, tu sais, on n'est jamais trop prudent. Hein. Hein, tu pourrais tomber sur des parties très importantes de ta personne, en tout cas... Voilà. Excusez, j'ai perdu le fil. Ben oui, ça a été considéré. Pour moi, si tu veux, cette simple toile de Velázquez, je crois qu'il est à peine âgé de 20 ans, prouve que si l'histoire a sans doute oublié, tu l'as noté tout à l'heure, hein, tu as insisté là-dessus, je sais que c'est une notion assez importante pour toi, tu vois, que si l'histoire a sans doute oublié nombre d'artistes remarquables, la réputation de ceux qu'elle a distingués n'est pas usurpée. Non, faut pas. Hein. Non, tout à fait. Non, je suis content que tu sois d'accord avec moi. Je craignais que tu coinces un peu là-dessus, mais enfin bon, c'est pas très grave. Non, mais je veux dire, non. Et puis pour la partie pratique, j'ai aussi beaucoup aimé la teinte de vieille brique rose, tu vois, avec laquelle ils ont recouvert les murs. Je trouve que ça met. C'est un rose à la fois sourd et dense, tu vois, qui met, je trouve, parfaitement les peintures en valeur. C'est assez rare que ça me fasse cet effet, je le dis. Et puis il faut noter, donc pour finir, mais je l'ai dit tout à l'heure, que les caravagismes flamands et hollandais, avec entre autres Rembrandt ou Jordaens, hein, c'est pas, excusez du pneu là aussi, font l'objet d'une exposition parallèle au musée des Augustins de Toulouse. Voilà. Alors, je finis en vitesse en vous donnant quand même juste quelques infos sur le musée Fabre. C'est 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34 000 Montpellier. Je crois que tout à l'heure, j'ai oublié d'ailleurs de donner au passage
Le code postal de Bagnères de Bigorre, c'est 65 200. C'est le département des Hautes-Pyrénées. Hein. Si cher à mon cœur que n'en parle même Dans pas. la Bigorre. Voilà, donc, et bon, Montpellier, c'est le bordel. Évitez d'y aller en voiture. Hein. Ah oui, ça, débrouillez-vous pour y arriver autrement. Voilà. Tous les jours de 10h à 20h, sauf les lundis en juin, juillet et août, exceptionnellement ouvert les lundis de 10h à 20h à partir de septembre. C'est ce que je me suis fait, c'était le cas pourtant. Moi, c'était un dimanche, je crois que j'y suis allé à 20h. Une petite nocturne comme ça, c'est pas mal, il y a nettement moins de monde et un petit peu plus de fraîcheur. Voilà. Eh bien, merci mon Jean, on est content, on a appris plein de choses aujourd'hui encore. C'est son retour. Qui regarde mes peintures, elle t'étonne, cette clarté dans le noir, nette et sans bavure. Moi qui ne suis qu'un bandit, un peintre voyou et maudit, un peu comme oui c'est ça, assassin et génie, à la recherche de la lumière de vie. Rome, Syracuse, Malte, l'aventure, traqué, je vais, désespéré. Chevalier, imposteur ou légende en cavale, je sème mes chefs-d'œuvre, j'en appelle à la grâce. Moi qui ne suis qu'un peintre, un bandit contraint à l'exil. Un peu violent, un peu déviant, rebelle à tout, mais habile courtisan. Un fugitif, en désespérant errant. Syracuse, Malte, l'aventure, traqué, je vais, désespéré. Et je peins les tricheurs, le Narcisse, l'Ange et Saint-Mathieu, le repas à Emmaüs, la diseuse de Bonaventure, Bonaventure. Quelle aventure, ces fêlures sur l'armure. Je ne suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Je ne suis qu'un mystérieux éclair, imprévisible. Tout en exil forcé et condamné. Condamné. Amour. Et dans mes peintures insolentes, insouciantes, j'ai inventé un jeu de pistes et de cachettes. Un testament à ma façon, peut-être. Je ne suis qu'un peintre, un bandit, marginal et banni. Un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Un cerveau dérangé, demi-fou, demi-dieu. Demi-fou, demi-dieu. Et je finis ma vie sur une plage près de Rome. Un peu comme... C'était Le Caravage, interprété par Zaniboni. Sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste. Sans Dieu, sans maître et sans pub, à Racaille la 169e. On va se terminer avec les œuvres de la FA. Le moment que vous préférez tous. Ah oui. Oh, arrête.
Peut-être que tu veux faire quelques annonces avant, cher camarade Dominique de la Régie. Je peux annoncer la soirée qui est à Publico vendredi soir. Bien entendu. Donc, vendredi 7 septembre à partir de 19h30. Une soirée vidéo à la librairie Publico. Donc un film intitulé Nestor Makhno, paysan d'Ukraine, un film d'Hélène Châtelain. Voilà, une projection qui est suivie d'une discussion informelle. Bien, on espère que vous avez reçu le message. Et tout de suite, les 3 œuvres de la Fédération anarchiste, la radio, que vous écoutez en ce moment, si vous n'êtes pas endormi au cours de l'émission. La librairie Publico, que vient d'évoquer notre camarade Pichechou, et le monde libertaire qui va, oui, vous allez pouvoir à nouveau le lire parce que ils sortent de leur léthargie estivale pour se remettre au turbin, les camarades rédacteurs du ML. Et puis, voilà, ce sont les 3 œuvres de la Fédération anarchiste. On en parle parce que elles ont besoin, évidemment, de notre soutien à tous, aussi bien ceux qui participent dans le studio ou dans la régie que ceux qui nous écoutent, parce que c'est une petite radio associative, qu'elle n'a pas beaucoup de thunes pour fonctionner, et qu'elle édite à ce propos et à ce sujet, et pour s'en sortir, une carte d'auditeur que vous pouvez trouver à la librairie Publico, contre la somme de 20 €. Elle vous sera remise par Laurent Bax, nos mythiques, comment dirais-je, camarades libraires, qui s'occupent avec tant de brio et de pugnacité de cette petite entreprise qu'est la librairie Publico. Donc la radio, la librairie Publico, vous pouvez trouver la radio que vous écoutez, vous connaissez les programmes, sont riches et variés, plus de 200 émissions. Et après la nôtre d'ailleurs, normalement il y en a une, là on ne sait pas si elle aura lieu, mais en tout cas vous aurez de la musique, vous pourrez continuer à écouter Radio Libertaire toute la journée, toute la nuit. La librairie Publico, vous pouvez aller pratiquement toute la semaine, tous les après-midi, et le samedi toute la journée. Elle ferme le dimanche, parce que quand même il faut bien que nos camarades aient au moins un jour de repos dans la semaine, là. Et puis, vous pouvez trouver de la littérature générale, de la littérature militante, de la presse militante. Vous pouvez trouver tout un petit bazar de DVD, de CD, de suites, de fly, d'affiches, de pins, voilà, qui permettent à la librairie parfois de combler les petits trous qu'il peut y avoir. Mais enfin, comme toutes les librairies indépendantes, j'insiste là-dessus, on n'est pas particulièrement... On n'est pas, comment dirais-je, les seuls à être dans le caca. Toutes les petites structures dans notre système de concentration, on pourrait même dire concentrationnaire, sont en danger parce que elles ont affaire à on fait rien pour leur faciliter le boulot. Elles sont écrasées par des charges diverses et variées, et elles doivent s'affronter à des grandes surfaces de la presse, du livre, etc., des grandes centrales d'achat, machin, truc et compagnie. Et donc, il faut qu'elles battent des ailes pour essayer de s'en sortir. Et elles ont besoin, évidemment, de vous, de nous, pour y arriver. Parce que si la librairie Publico devait disparaître, ça serait, de mon point de vue, une catastrophe, parce qu'elle est vraiment la représentation, la vitrine de l'anarchie, à Paris en tout cas. Voilà pour la librairie Publico. Je vous en reparlerai, on a encore le temps d'évoquer la librairie Publico et le monde libertaire. Vous pouvez trouver un dépôt de presse à la librairie Publico, vous pouvez vous abonner à la librairie Publico, et qui paraît toutes les semaines, et qui est aussi varié que dans ses articles, dans ses cartoons, etc., que peut l'être la librairie Publico avec toutes les publications qu'elle vous propose. Voilà. C'était les 3 œuvres de la Fédération anarchiste. J'ai fait mon blabla là-dessus, mais je le fais pas par devoir ou par habitude, mais parce que c'est vraiment important de dire, de répéter ces choses-là, afin que peut-être un jour quelques-uns de vous soient convaincus qu'il est nécessaire effectivement de les soutenir si on veut continuer à pouvoir les lire ou les écouter. Voilà, c'était la 169e de Arracaille. On vous dit salut, à la semaine prochaine, mon Jean. Salut à tous, oui, à la semaine prochaine. Au revoir, et je termine, comme on en a pris l'habitude, par Hydra, la chanson Genova 2001. Ah, ça fait longtemps.
quitté mes vues ne sont pas les mêmes que ceux qui ont décidé d'aller à Gênes, reine de la Ligurie. Peut-être qu'on peut prendre ce qu'on nous fuse tendre à le saisir. Au lieu d'exiger, on peut penser ce qu'on veut, mais mon respect s'élève à ceux qui sont allés, qui ont décidé que cette ville serait la leur à tout prix aussi. Que la caste qui gouverne n'a pas à désigner qui doit ou pas être là quand elle y va, donc honneur à ceux qui ont marché face au pouvoir, surprotégé, combattu, affronté. Et comme le peuple d'Algérie, en l'honneur de ceux qui ont défié la folie, je crie pouvoir assassin. En l'honneur de ceux qui ont défié la folie, moi je crie Polizia, polizia, assassini, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. police, assassin, une mémoire pour le futur, pour leur décompte, pour les victimes de rien n'éteint jamais. Et tout mon respect d'être baissé à me dresser pour ceux qui ont quand même osé, malgré tout. Et je crache surtout sur ceux qui rigolent tranquille, de ceux qui sont partis disant que c'était joué. Pour ceux qui sont allés, qui ont morflé, c'est bien fait. Je vous méprise, ouais, terre est la mise. Facile d'avoir raison en s'écrasant de bon ton. Honneur au Black Bloc, oh, Tutti Bianchi, à tous les autres et sans nom. Seuls le groupé, les arrêtés, les rescapés. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Maintenant après l'humiliation, le courage bafoué, personne n'a rien fait, la torture, les charges, les coups, c'est la faute à personne, donc c'est la faute à tout le monde. Italie, Berlusconi, police fasciste et tous les retards de bouger vite. On t'avoue à jamais, qui prouvait combien du sang de vos peuples, vous lavez. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Police, assassin, une mémoire pour leur décompte, pour le futur, pour les victimes que rien n'éteint jamais. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. La flamme de la mémoire de Gênes n'a pas fini de brûler. La mémoire de la flamme de Gênes brûle. Giuliani, Carlo, Giuliani. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia, assassini, assassini. Polizia, polizia, Giotto, assassini anche. Polizia.